L'hiver 2023 figeait les volcans d'Auvergne, sous une couche de givre mordant, lorsque le bruit sec d'un pied de biche brisa le silence d'une vieille bâtisse en rénovation. L'ouvrier chargé de détruire les cloisons pourries par l'humidité ne s'attendait à trouver que de la poussière et des souvenirs oubliés derrière les plaintes en bois sombre. Mais alors qu'un morceau de lambris cédait enfin sous la pression du métal, une forme rectangulaire glissa doucement sur le sol en béton brut, soulevant un nuage de particules grises dans la lumière pâle. C'était une enveloppe jaunie par le temps, scellée à la hâte, qui semblait attendre son heure depuis plus de 3 décennies dans l'obscurité totale de cette cachette improvisée. Ce simple bout de papier n'était pas un déchet laissé par les anciens propriétaires, mais la pièce manquante d'un puzzle macabre qui avait hanté la région entière pendant 35 longues années. En juillet 1988, la disparition de la petite Sophie lors d'une colonie de vacances avait déclenché une tempête médiatique et judiciaire sans précédent, brisant des familles et alimentant les rumeurs les plus sordides dans les villages alentours. Personne n'avait jamais su ce qui était arrivé à l'enfant de 10 ans, volatilisé sans laisser de traces au milieu de la nuit, et l'enquête s'était enlisée dans des accusations fausses et des impasses désespérantes qui avaient laissé des cicatrices profondes dans la mémoire collective. Lorsque les mots griffonnés d'une main tremblante furent enfin déchiffrés à la lueur d'une lampe de chantier, l'horreur de la vérité frappa de plein fouet ceux qui croyaient avoir tout imaginé sur cette affaire classée. Cette lettre d'aveu, jamais postée et dissimulée comme un secret honteux, ne se contentait pas de révéler l'emplacement d'un corps ou les détails d'un crime. Elle désignait un coupable que personne n'avait jamais soupçonné, innocentant du même coup ceux que la vindicte populaire avait condamnés trop vite. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui dépasse la fiction, car quelques lignes d'encre ont suffi pour réécrire l'histoire tragique d'une nuit d'été fatale et faire éclater une réalité bien plus sombre que tout ce que la police avait envisagé. L'Auvergne est une terre de contrastes saisissants où la beauté sauvage des volcans endormis côtoie des vallées profondes et impénétrables qui semblent garder jalousement leurs secrets millénaires. En cet été de l'année 1988, la région accueillait des centaines d'enfants venus de toute la France pour profiter du grand air et des randonnées dans un cadre naturel exceptionnel. Le centre de vacances des Monts Dômes, une grande bâtisse en pierre isolée à l'orée d'une forêt dense, était réputé pour son atmosphère familiale et sa sécurité, rassurant les parents qui laissaient leur progéniture pour la première fois. Personne ne pouvait imaginer que ce décor de carte postale allait devenir, en l'espace d'une seule nuit, le théâtre d'un drame absolu qui marquerait la chronique judiciaire française. Sophie, une fillette de 10 ans aux yeux pétillants et au caractère joyeux, faisait partie de ces enfants émerveillés par la découverte de la nature et la promesse de nouvelles amitiés estivales. C'était sa toute première colonie de vacances, une étape importante vers l'autonomie que ses parents avaient préparée avec soin, marquant ses vêtements et lui promettant de lui écrire chaque jour. Elle s'était rapidement intégrée au groupe des Écureuils, partageant sa chambre avec 3 autres filles de son âge et participant avec enthousiasme à toutes les activités proposées par l'équipe d'animation. Rien dans son comportement ni dans l'ambiance générale du camp ne laissait présager la catastrophe imminente qui allait briser l'insouciance de cet été 88. Pourtant, au matin du 14 juillet, jour de fête nationale censé être célébré par des feux d'artifice et des chants patriotiques, c'est un cri d'effroi qui réveilla la chambrée des filles au premier étage du bâtiment principal. Le lit de Sophie était vide, ses draps à peine défaits, et ses chaussures de marche avaient disparu de sous l'armoire en bois où elles étaient rangées la veille au soir. Les premières minutes de confusion laissèrent place à une angoisse sourde lorsque les animateurs, après avoir fouillé les sanitaires et les couloirs, durent se rendre à l'évidence que l'enfant n'était plus dans l'enceinte du bâtiment. L'absence de Sophie n'était pas une simple fugue ou une partie de cache-cache qui aurait mal tourné, mais le début d'un mystère insondable. Dès l'alerte donnée, la machinerie lourde des recherches se mit en branle, transformant le paisible camp de vacances en un quartier général de crise envahi par les uniformes bleus de la gendarmerie. Les premières constatations sur place furent déconcertantes, car aucune trace d'effraction n'était visible sur les portes ou les fenêtres, et aucun des autres enfants de la chambre n'avait entendu le moindre bruit durant la nuit. C'était comme si Sophie s'était volatilisée, aspirée par l'obscurité sans laisser le moindre indice derrière elle,
pour guider ceux qui la cherchaient désespérément. Ce vide initial allait devenir le terreau fertile de toutes les spéculations, des plus rationnelles aux plus délirantes, plongeant l'enquête dans un brouillard épais qui ne se dissiperait pas avant 3 décennies. Avant de plonger dans les méandres de cette enquête impossible et de découvrir le contenu de la lettre qui a tout changé, je vous invite à rejoindre notre communauté d'investigateurs. Si vous aimez les histoires vraies racontées avec passion, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien rater. Mettez un pouce bleu pour soutenir notre travail de recherche et dites-moi en commentaire depuis quelle ville et à quelle heure vous regardez cette vidéo. Je suis curieux de savoir jusqu'où nos histoires voyagent. La journée du 13 juillet 1988 avait été particulièrement intense pour les enfants de la colonie, marquée par la préparation du grand spectacle prévu pour le lendemain soir. Sophie avait passé l'après-midi à peindre des décors en carton dans la cour intérieure, riant aux éclats avec ses nouvelles copines et se tachant les mains de peinture verte et bleue. Les animateurs se souvenaient d'une enfant radieuse, totalement investie dans l'activité et ne montrant aucun signe de tristesse ou de mal du pays qui aurait pu expliquer une envie de partir. L'ambiance était à la fête et à l'excitation, loin des tensions ou des conflits qui peuvent parfois éclater dans les groupes d'enfants fatigués par la chaleur de l'été. Le repas du soir s'était déroulé dans le réfectoire bruyant, où les discussions allaient bon train sur le feu d'artifice que la municipalité voisine allait tirer le lendemain pour la fête nationale. Sophie avait mangé avec appétit, assise à sa place habituelle en bout de table, et avait même demandé du rap de dessert, un gâteau au chocolat préparé par le cuisinier du centre. Plusieurs témoins confirmeront plus tard aux gendarmes qu'elle discutait joyeusement de la randonnée prévue le surlendemain, ce qui écartait a priori l'hypothèse d'une préméditation de fugue. Rien dans ses paroles, ni dans ses gestes, ne trahissait une quelconque inquiétude ou la présence d'un secret qui l'aurait tourmenté. Après le dîner, une veillée calme avait été organisée pour permettre aux enfants de redescendre en pression avant le coucher, consistant en des chants accompagnés à la guitare, autour d'un feu de camp sécurisé. Sophie s'était assise près de Julie, sa monitrice référente, une jeune étudiante de 20 ans qui l'appréciait beaucoup pour sa gentillesse et son obéissance. La fillette avait chanté à tue-tête les classiques du répertoire de colonie, les yeux brillants reflétant les flammes dansantes du foyer qui crépitaient doucement. C'était l'image parfaite du bonheur simple, un instant suspendu dans le temps que Julie se remémorerait avec douleur pendant des années, se demandant si elle avait raté un signe invisible. L'heure du coucher sonna vers 21h30, et le groupe des écureuils remonta dans le dortoir, situé au premier étage de l'aile ouest du bâtiment principal. La chambre de Sophie comportait 4 lits superposés en bois massif, et elle occupait la couchette du bas près de la fenêtre qui donnait sur l'orée de la forêt. Les filles avaient bavardé quelques minutes dans la pénombre, chuchotant des secrets et étouffant des rires sous leur couverture pour ne pas se faire gronder par les surveillants qui faisaient leur ronde dans le couloir. Sophie avait souhaité bonne nuit à ses camarades, remonté sa couette jusqu'au menton et s'était tournée vers le mur, semblant s'endormir presque immédiatement après cette journée bien remplie. La ronde de nuit effectuée par le directeur adjoint à 23h n'avait rien signalé d'anormal dans le couloir des filles, où le silence régnait désormais en maître absolu. Il avait entrouvert la porte de la chambre de Sophie, vérifiant à la lueur de sa lampe torche que toutes les formes étaient bien présentes sous les draps, et avait refermé doucement, sans faire de bruit. À cet instant précis, Sophie était encore là, endormie paisiblement dans la sécurité apparente de ce bâtiment aux murs épais. C'était la dernière fois qu'un adulte posait les yeux sur elle avant que le mystère ne l'engloutisse tout entière. La nuit du 13 au 14 juillet fut particulièrement sombre, la lune étant cachée par une couverture nuageuse épaisse qui annonçait peut-être un orage de chaleur pour les jours suivants. Le vent s'était levé légèrement, faisant bruisser les feuilles des grands chênes qui entourèrent la propriété et créant une atmosphère sonore naturelle qui couvrait les petits bruits extérieurs. Si quelqu'un s'était déplacé autour du bâtiment cette nuit-là, le son de ses pas aurait été étouffé par le souffle du vent dans les branches et le craquement habituel de la vieille charpente. C'était une nuit propice à la discrétion, une aubaine pour quiconque souhaitait agir sans attirer l'attention des occupants du centre de vacances. À 7h30 précise, la cloche du réveil tinta dans les couloirs, tirant les enfants de leurs rêves et marquant le début de cette journée de fête nationale tant attendue. Julie entra dans la chambre des écureuils,
en frappant dans ses mains pour motiver les troupes, ouvrant grand les volets pour laisser entrer la lumière pâle du petit matin. Les 3 autres filles émergèrent lentement de leur sommeil, s'étirant et bâillant, mais le lit de Sophie restait immobile et silencieux dans le coin de la pièce. Julie s'approcha en pensant que la petite faisait la grasse matinée ou jouait à se cacher sous sa couette pour ne pas se lever. Lorsqu'elle souleva le drap, son cœur manqua un battement en découvrant le matelas vide, froid au toucher, signe que l'enfant n'était plus là depuis plusieurs heures déjà. Elle se pencha immédiatement pour regarder sous le lit, puis ouvrit l'armoire, pensant à une blague, mais l'angoisse commença à lui serrer la gorge. Elle interrogea les autres filles, qui, encore ensommeillées, assurèrent ne rien avoir entendu et ne pas savoir où Sophie avait pu passer. Julie sortit précipitamment dans le couloir, appelant le nom de Sophie d'abord doucement puis de plus en plus fort, alertant ses collègues qui sortaient des chambres voisines. La panique se propagea comme une onde de choc dans l'étage, les animateurs vérifiant frénétiquement les toilettes, les douches et les placards à balai de tout le bâtiment. Le directeur fut réveillé en urgence et prit immédiatement les choses en main, ordonnant un rassemblement général de tous les enfants dans la cour pour effectuer un comptage précis. Les visages des adultes étaient blêmes, trahissant leur inquiétude grandissante, alors que le nom de Sophie restait sans réponse à l'appel. Il manquait une enfant, et personne ne pouvait expliquer comment elle avait pu sortir sans déclencher l'alarme de la porte principale, qui était censée être verrouillée. Une vérification rapide des issues de secours révéla qu'une porte latérale, située au rez-de-chaussée près des cuisines, était déverrouillée mais fermée, ce qui était contraire au règlement de sécurité nocturne. C'était le premier indice tangible, suggérant que Sophie ou quelqu'un d'autre avait utilisé cette issue pour quitter le bâtiment sans passer par l'entrée principale surveillée. Le directeur, conscient de la gravité de la situation, ne perdit pas une seconde de plus et composa le numéro de la gendarmerie locale pour signaler la disparition inquiétante. Il était 8h15 et le compte à rebours fatidique venait de commencer pour retrouver la petite fille avant qu'il ne soit trop tard. Les gendarmes arrivèrent sur les lieux en moins de 20 minutes, sirènes hurlantes, brisant le calme matinal du village voisin et attirant l'attention des premiers curieux. Ils gelèrent immédiatement la scène, interdisant à quiconque d'entrer ou de sortir du périmètre de la colonie pour préserver les éventuels indices laissés au sol. Le capitaine chargé de l'enquête ordonna une fouille systématique des bâtiments, de la cave au grenier, espérant encore retrouver l'enfant caché ou blessé dans un recoin sombre. Mais chaque pièce inspectée ne faisait que confirmer l'absence de Sophie et alourdir l'atmosphère déjà irrespirable qui pesait sur le camp. Pendant que les techniciens en identification criminelle relevaient des empreintes sur la porte latérale et autour du lit de Sophie, les premières auditions commencèrent dans le bureau du directeur transformé en salle d'interrogatoire. Les 3 camarades de chambre de Sophie furent entendus séparément, avec douceur et psychologie, pour tenter de glaner le moindre détail sur la nuit précédente. Elles répétèrent inlassablement la même histoire. Sophie s'était couchée normalement, elle s'était endormie, et elle ne s'était réveillée qu'au matin avec l'arrivée de Julie. Aucune dispute, aucun projet de sortie nocturne, aucun visiteur inconnu n'avait été mentionné par les fillettes terrorisées par la tournure des événements. Les parents de Sophie, qui habitaient à plusieurs centaines de kilomètres de là, furent contactés par téléphone en milieu de matinée, un appel que tout parent redoute plus que tout au monde. L'annonce de la disparition de leur fille unique provoqua un effondrement total de la mère et une colère froide chez le père qui exigea des réponses immédiates que personne ne pouvait lui donner. Ils prirent la route sur le champ, roulant à tombeau ouvert vers l'Auvergne, l'esprit torturé par les pires scénarios que leur imagination pouvait produire. Leur arrivée prévue en fin d'après-midi ajoutait une pression supplémentaire sur les épaules des gendarmes qui voulaient à tout prix avoir une piste avant de les affronter. À midi, alors que le soleil était au zénith et chauffait la pierre volcanique, la première grande battue fut organisée avec le renfort des pompiers, des villageois volontaires et des équipes cynophiles. Les chiens renifleurs, après avoir senti le pyjama de Sophie, marquèrent une piste qui partait de la porte latérale et se dirigeait vers la forêt, mais ils perdirent la trace au bout de quelques centaines de mètres près d'une route goudronnée. Cela suggérait que Sophie était peut-être montée dans un véhicule, transformant l'hypothèse de la fugue en celle, beaucoup plus sombre, de l'enlèvement.
Cette rupture de piste fut un coup de massue pour les enquêteurs qui espéraient retrouver l'enfant égaré dans les bois proches. L'après-midi s'étira dans une lenteur agonisante, chaque heure qui passait réduisant statistiquement les chances de retrouver Sophie saine et sauve si elle avait été enlevée. Les gendarmes commencèrent à dresser la liste de tous les employés du centre, des fournisseurs et des habitants des environs connus pour des faits de délinquance. L'ambiance dans la colonie était lugubre, les autres enfants étant confinés dans leurs chambres ou dans la cour sous haute surveillance, sentant bien que quelque chose de terrible se jouait. La fête du 14 juillet était oubliée, remplacée par la peur et la suspicion qui commençaient à s'installer dans les regards. Vers 17 heures, les parents de Sophie arrivèrent au centre, le visage ravagé par les larmes et la fatigue du voyage, et leur détresse visible bouleversa même les gendarmes les plus aguerris. Ils furent reçus par le capitaine, qui tenta de les rassurer en leur expliquant les moyens colossaux mis en œuvre, mais ces mots sonnaient creux face au vide laissé par l'absence de leur fille. Ils demandèrent à voir la chambre, le lit vide, touchant les affaires de Sophie comme des reliques, incapables de comprendre comment elle avait pu disparaître sous la surveillance d'adultes responsables. Cette confrontation avec la réalité du lieu fit basculer l'enquête dans une dimension émotionnelle encore plus intense. La soirée tomba sur le camp sans apporter de nouvelles, les recherches dans la forêt ayant été suspendues à la tombée de la nuit pour des raisons de sécurité, bien que des patrouilles motorisées continuent de sillonner les routes. Les journalistes régionaux, alertés par la rumeur, commençaient à affluer devant les grilles du domaine, cherchant à obtenir des informations et des images pour le journal du lendemain. Le visage de Sophie, souriante sur une photo de classe fournie par les parents, allait bientôt s'étaler à la une de tous les journaux, devenant le symbole d'une innocence perdue. La pression médiatique allait devenir un acteur majeur de ce drame, influençant parfois le cours de l'enquête. Dans les bureaux de la gendarmerie, la cellule de crise ne désemplissait pas, les enquêteurs épluchant les emplois du temps de chaque personne présente sur le site la nuit précédente. Une première incohérence apparut dans la déclaration d'un aide-cuisinier saisonnier, qui affirmait dormir à l'heure supposée de la disparition, mais dont un témoin disait l'avoir vu fumer dehors. Ce n'était qu'un détail, peut-être insignifiant, mais dans le désert de preuves où il se trouvait, c'était la seule chose à laquelle se raccrocher. L'enquêteur-chef nota ce nom en rouge sur son carnet, décidant de le convoquer dès la première heure le lendemain matin pour un interrogatoire plus poussé. La nuit du 14 au 15 juillet fut une nuit blanche pour beaucoup, hantée par l'image de la petite fille seule quelque part dans le noir, si tant est qu'elle soit encore en vie. Les parents de Sophie veillèrent dans une chambre mise à leur disposition, sursautant au moindre bruit de téléphone ou de pas dans le couloir, espérant une nouvelle qui ne venait pas. Le silence de la campagne auvergnate, habituellement apaisant, était devenu oppressant, lourd de menaces et de questions sans réponse. C'était la première nuit d'une longue série de cauchemars qui allait durer 35 ans. Ce premier chapitre de l'affaire se refermait sur un constat d'échec cuisant. 24 heures après sa disparition, Sophie restait introuvable et aucune piste sérieuse ne se dessinait. Les erreurs commises dans les premières heures, comme la contamination partielle de la Seine ou le retard dans le bouclage des routes, allaient peser lourd dans la suite des événements. Mais personne ne se doutait encore que la clé de l'énigme se trouvait beaucoup plus près d'eux qu'ils ne le pensaient, cachée dans les murs mêmes de l'histoire locale. Le temps jouait désormais contre la vérité, et le piège des fausses apparences venait de se refermer sur l'enquête. L'interrogatoire de Loïc, le jeune aide-cuisinier de 19 ans, débuta dans une atmosphère électrique, les enquêteurs étant persuadés de tenir là leur suspect idéal pour boucler l'affaire rapidement. Ce garçon solitaire, arrivé dans la région 2 semaines plus tôt pour la saison d'été, avait le profil type du marginal qui ne s'intègre pas et traîne une réputation floue. Face aux questions incisives des gendarmes, il perdit rapidement ses moyens, bafouillant des explications confuses sur son emploi du temps nocturne et changeant de version à plusieurs reprises sous la pression. Il admit finalement être sorti fumer un joint derrière les cuisines, ce qui expliquait pourquoi la porte latérale avait été trouvée déverrouillée au petit matin, une négligence coupable mais pas criminelle. Cependant, aux yeux des enquêteurs fatigués et sous pression politique, cet aveu partiel ressemblait trop à une tentative maladroite de minimiser une implication bien plus grave dans la disparition. Pourquoi n'avait-il rien dit dès le début s'il n'avait rien à se reprocher d'autre qu'une consommation de stupéfiants
et un oubli de fermeture de porte. La machine judiciaire, une fois lancée sur une piste, a parfois du mal à freiner, et le silence de Loïc sur certains détails fut interprété comme de la dissimulation calculée. On fouilla sa chambre de fond en comble, saisissant des revues jugées douteuses et un couteau de poche, des éléments dérisoires qui furent pourtant montés en épingle pour construire le portrait d'un prédateur potentiel. La rumeur, ce poison invisible qui se propage plus vite que la vérité, envahit le village et les environs, désignant Loïc comme le monstre avant même qu'il ne soit officiellement inculpé. Les habitants, choqués par le drame, avaient besoin d'un coupable pour exorciser leur peur, et cet étranger au regard fuyant faisait parfaitement l'affaire dans l'imaginaire collectif. Des témoignages tardifs et fragiles émergèrent soudainement, certains jurant l'avoir vu rôder près du dortoir des filles les jours précédents, alors que personne ne l'avait mentionné auparavant. La psychose collective était en train de réécrire la réalité, transformant des coïncidences en preuves accablantes et isolant le jeune homme dans une tourmente dont il ne pourrait sortir indemne. Pendant ce temps, les recherches sur le terrain piétinaient, les battues ne donnant rien et les chiens perdant systématiquement la trace de Sophie sur cette maudite route goudronnée. Cette impasse renforçait la conviction des enquêteurs que la solution se trouvait à l'intérieur même du centre, validant la théorie du loup dans la bergerie qui pointait vers le personnel. Loïc fut placé en garde à vue prolongée, soumis à des interrogatoires marathons jour et nuit, sans avocat présent dès la première heure comme c'était la règle à l'époque. On le pressa d'avouer où il avait caché le corps, lui promettant la clémence s'il parlait maintenant, jouant sur sa fatigue psychologique extrême pour obtenir des aveux. Mais Loïc tenait bon sur l'essentiel, hurlant son innocence entre deux crises de larmes, répétant qu'il avait vu une voiture sombre passer lentement sur la route cette nuit-là, un détail que les gendarmes balayèrent d'un revers de main. Pour eux, c'était une diversion classique, une invention pour détourner l'attention de sa propre culpabilité et envoyer les recherches sur une fausse piste extérieure. Personne ne prit la peine de vérifier sérieusement si d'autres témoins avaient aperçu ce véhicule, une erreur fondamentale qui allait sceller le destin de l'enquête pour des décennies. L'obsession de faire craquer le suspect numéro 1 aveuglait les officiers sur les autres possibilités qui s'offraient encore à eux. Au bout de 48 heures, faute de preuves matérielles directes reliant Loïc à la disparition, le juge d'instruction dut se résoudre à le remettre en liberté, mais sous le statut de témoin assisté. Cette libération ne fut pas perçue comme un signe d'innocence par la population, mais comme une faillite de la justice qui laissait un criminel potentiel en liberté. Loïc ressortit de la gendarmerie sous les huées d'une foule en colère amassée devant les grilles, protégé de justesse par un cordon de sécurité policier. Sa vie venait de basculer définitivement. Il était libre physiquement, mais socialement condamné à mort, marqué au fer rouge du soupçon éternel. Le licenciement du centre de vacances fut immédiat, le directeur ne pouvant garder un tel élément au milieu des enfants et des parents terrifiés qui venaient récupérer leur progéniture en masse. Loïc dut quitter la région en catimini, chassé comme une bête sauvage, sans pouvoir dire au revoir à quiconque ni récupérer la totalité de son salaire. Il emportait avec lui le secret de ce qu'il avait vraiment vu ou pas cette nuit-là, un secret noyé dans la peur et la confusion de son interrogatoire musclé. Son départ laissait un goût amer aux enquêteurs qui restaient persuadés d'avoir laissé filer le coupable faute de temps pour le faire avouer. L'été s'acheva dans une ambiance de deuil, le centre de vacances fermant ses portes plus tôt que prévu, incapable de surmonter le traumatisme de cette chaise vide à chaque repas. Les parents de Sophie, dévastés par l'absence de résultats concrets, engagèrent un détective privé pour explorer les pistes que la gendarmerie aurait pu négliger. Cet homme, un ancien policier tenace, reprit le dossier à zéro, interrogeant à nouveau le voisinage et s'intéressant de près à l'environnement géographique du centre. Il fut le premier à noter la présence d'une vieille maison en ruine jouxtant le domaine, une bâtisse que les gendarmes avaient survolée trop rapidement. Cette maison appartenait à un certain Monsieur Marcel, un homme âgé et reclus qui vivait seul depuis la mort de sa femme et qui n'avait jamais fait parler de lui dans le village. Les gendarmes lui avaient rendu une visite de courtoisie au début de l'enquête, mais son âge avancé et son air inoffensif l'avaient rapidement écarté de la liste des suspects potentiels. Le détective tenta de lui parler, mais trouva porte close,
le vieil homme refusant d'ouvrir et criant à travers les volets qu'il ne savait rien et voulait qu'on le laisse mourir en paix. Ce comportement étrange intrigua le privé, mais sans mandat officiel. Il ne pouvait pas forcer l'entrée ni fouiller la propriété privée. L'automne arriva, recouvrant les volcans de feuilles mortes et de brumes, et avec lui, l'intérêt médiatique commença à retomber, chassé par d'autres actualités plus fraîches. Le visage de Sophie disparut peu à peu des unes des journaux, remplacé par des faits divers plus récents, laissant la famille seule face à son immense douleur. L'enquête judiciaire s'enlisa, les commissions rogatoires revenant vides les unes après les autres, et le dossier commença à s'épaissir de rapports administratifs inutiles. On vérifia les plaques d'immatriculation, les fichiers de délinquants sexuels, les appels téléphoniques, mais rien ne permettait de remonter le fil jusqu'à la nuit du drame. 1 an après la disparition, une reconstitution fut organisée sur les lieux. Un simulacre pathétique où l'on fit jouer le rôle de Sophie à une petite policière pour valider les chronométrages. Cela ne servit qu'à raviver la douleur des parents présents qui espéraient un miracle ou un déclic dans la mémoire d'un témoin, mais rien de tel ne se produisit. Loïc fut même convoqué à nouveau, subissant une nouvelle pression psychologique, mais il maintint sa version des faits avec une lassitude désespérée. La justice tournait en rond, prisonnière de ses premières certitudes et incapable de voir au-delà de l'hypothèse de l'enlèvement par un rôdeur ou par l'aide-cuisinier. Les années passèrent, transformant l'affaire Sophie en un cold case, un dossier froid empilé sur une étagère poussiéreuse du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand. Les enquêteurs d'origine furent mutés, prirent leur retraite, et les nouveaux arrivants ne jetaient qu'un œil distrait à ce vieux mystère insoluble. La région avait oublié en apparence, mais le nom de Sophie restait gravé dans les mémoires comme une mise en garde pour les générations futures. On ne laissait plus les enfants jouer seuls près de la forêt, et la colonie de vacances, qui avait rouvert sous un autre nom, restait marquée par cette tache indélébile. Loïc, de son côté, avait sombré dans une dépression sévère et l'alcoolisme, incapable de reconstruire sa vie avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Il vivait de petits boulots précaires dans le sud de la France, loin de l'Auvergne, mais les fantômes du passé le rattrapaient chaque nuit dans ses cauchemars. Il écrivit plusieurs lettres au juge d'instruction pour clamer son innocence, des courriers qui finirent classés sans suite dans le dossier volumineux. Il était la deuxième victime de cette affaire, un innocent broyé par un système qui avait besoin d'un coupable à tout prix pour rassurer l'opinion publique. Le père de Sophie mourut d'une crise cardiaque 10 ans après la disparition, usé par le chagrin et le combat incessant pour connaître la vérité sur le sort de sa fille unique. Sa mère continua seule, gardant la chambre de Sophie intacte, comme un sanctuaire figé dans le temps, changeant les draps régulièrement au cas où elle reviendrait. C'était une attente insupportable, une torture lente qui détruisait chaque parcelle de joie qui aurait pu subsister dans sa vie. Elle devint une figure familière et triste des tribunaux, relançant régulièrement les juges pour que le dossier ne soit pas définitivement clos par un non-lieu. 20 ans après, une nouvelle lueur d'espoir apparut avec les progrès de l'ADN, permettant d'analyser à nouveau les rares scellés conservés par la gendarmerie. On testa un cheveu trouvé sur le drap de Sophie et un mégot ramassé près de la porte latérale, espérant trouver une correspondance avec le fichier national des empreintes génétiques. Les résultats furent décevants. Le cheveu appartenait à Sophie elle-même et le mégot à Loïc, ce qui ne prouvait rien de plus que ce qu'on savait déjà. La science, dernier recours des causes perdues, n'avait pas réussi à faire parler les vestiges silencieux de cette nuit de juillet 88. Le non-lieu fut finalement prononcé 2 ans plus tard, une décision administrative froide qui signifiait officiellement la fin des investigations judiciaires, faute d'éléments nouveaux. Pour la mère de Sophie, ce fut comme si on enterrait sa fille une seconde fois, sans corps et sans cérémonie, dans l'anonymat d'une procédure judiciaire close. Elle écrivit une lettre ouverte poignante dans le journal local, accusant la justice d'abandon et promettant de ne jamais cesser de chercher, même si elle devait le faire seule. Mais que pouvait faire une vieille dame contre le mur du silence et l'érosion impitoyable du temps qui effaçait les dernières traces? L'histoire semblait devoir s'arrêter là, sur ce constat d'échec amer et cette injustice flagrante qui laissait un criminel impuni et des innocents brisés. Le mystère de la chambre vide d'Auvergne était devenu une légende locale qu'on racontait au coin du feu pour se faire peur, perdant peu à peu sa réalité humaine.
Personne ne pouvait se douter que la vérité n'était pas partie loin, qu'elle n'avait jamais quitté le périmètre de quelques centaines de mètres autour de la colonie. Elle attendait patiemment, cachée dans l'obscurité, qu'un hasard de la vie vienne enfin la libérer de sa prison de silence. Le destin frappa à la porte sous la forme d'un promoteur immobilier qui racheta en 2022 la maison voisine du vieux monsieur Marcel, décédé depuis longtemps sans héritier. Le projet était de transformer cette ruine insalubre en gîte touristique de charme, nécessitant des travaux de rénovation lourds et complets. Les bulldozers et les ouvriers investirent les lieux, abattant les murs, arrachant les planchers et curant l'intérieur de la bâtisse qui n'avait pas bougé depuis des décennies. C'était le début de la fin pour le secret le mieux gardé d'Auvergne, le premier coup de pioche vers la révélation finale. Ce chantier banal allait devenir le théâtre de la découverte qui changerait tout, prouvant que le passé ne meurt jamais vraiment tant que la vérité n'a pas été dite. Les murs ont des oreilles, dit-on, mais ils ont surtout une mémoire, gardant en leur sein des choses que les hommes voudraient oublier à tout jamais. Alors que l'hiver 2023 s'installait sur la région, figeant le paysage, l'histoire de Sophie s'apprêtait à ressortir des décombres pour frapper la conscience de tous ceux qui avaient cru savoir. L'année 2023 marqua un tournant inattendu, débutant par l'arrivée d'une équipe d'artisans polonais chargés du gros œuvre dans la maison de l'ancien voisin, monsieur Marcel. Cette bâtisse, surnommée le manoir gris par les enfants du village, à cause de son allure sinistre et de ses volets toujours clos, n'avait pas été habitée depuis la mort du vieil homme au début des années 2000. Elle était restée là comme une verrue dans le paysage, envahie par les ronces et le lierre qui menaçaient d'engloutir la toiture affaissée. L'intérieur était un capharnaüm indescriptible, rempli de vieux meubles, de journaux empilés et de poussière accumulée sur plusieurs générations de silence. Le chef de chantier, un homme méticuleux nommé Piotr, avait pour mission de tout vider avant de commencer la démolition des cloisons intérieures pour redistribuer les volumes. C'était un travail ingrat et pénible, consistant à trier des décennies de vie accumulées, entre objets sans valeur et souvenirs personnels d'un homme que personne ne connaissait vraiment. Au fur et à mesure qu'ils avançaient, les ouvriers découvraient l'univers d'un homme obsédé par l'ordre et la sécurité, chaque porte étant verrouillée, chaque fenêtre barricadée. Rien ne laissait présager que ce désordre apparent cachait autre chose que la solitude d'une fin de vie triste et isolée. C'est au 3e jour des travaux, alors qu'ils s'attaquaient à une petite pièce située à l'arrière de la maison, servant probablement de bureau ou d'atelier, que l'incident se produisit. Piotr tentait d'arracher une vieille plinthe en chêne massif qui courait le long du mur nord, le bois résistant avec une ténacité surprenante aux assauts de son pied de biche. En forçant un coup sec, le bois éclata finalement, révélant une cavité étroite et sombre aménagée artificiellement dans l'épaisseur du mur de pierre. Ce n'était pas un défaut de construction, mais une cachette délibérée, conçue pour soustraire quelque chose aux regards indiscrets. À l'intérieur de cette niche secrète, posée sur la pierre froide, reposait l'enveloppe jaunie dont nous avons parlé au début, couverte d'une fine couche de poussière grise. Piotr la saisit avec précaution, intrigué par cet objet anachronique qui semblait si important pour avoir été dissimulé avec tant de soin. Il n'y avait pas de nom sur l'extérieur, juste une date griffonnée au crayon à papier d'une écriture tremblante, 15 juillet 1988. Cette date fit immédiatement tilt dans l'esprit de l'ouvrier qui, bien qu'étranger, avait entendu parler de l'affaire de la petite disparue par les habitants du village lors de ses pauses café. Conscient qu'il tenait peut-être quelque chose d'important, Piotr appela immédiatement le propriétaire actuel des lieux, qui contacta à son tour la gendarmerie, non sans une certaine hésitation. Les gendarmes arrivèrent sans grande conviction, habitués aux fausses alertes et aux découvertes d'objets anciens, sans lien avec des affaires criminelles lors de rénovation. Mais lorsqu'ils virent la date et l'emplacement de la cachette, l'atmosphère changea instantanément, le souvenir du dossier Sophie remontant à la surface comme une bulle de gaz toxique. Ils saisirent l'enveloppe avec des gants, la plaçant dans un sac de preuves scellé, traitant ce bout de papier comme s'il s'agissait d'une bombe à retardement. L'ouverture de l'enveloppe se fit au laboratoire de la police scientifique à Lyon, sous le regard anxieux du procureur de la République qui avait ordonné la réouverture immédiate de l'information judiciaire. À l'intérieur, une seule feuille de papier à carreaux, arrachée d'un cahier d'écolier, remplie d'une écriture serrée, nerveuse,
avec des ratures et des taches d'encre. C'était une lettre manuscrite signée de la main de Marcel, le voisin décédé, celui-là même que tout le monde avait ignoré pendant 35 ans. Les premières lignes, lues à haute voix par l'expert, glacèrent le sang de toutes les personnes présentes dans la pièce stérile. « Je ne peux pas emporter ce secret dans la tombe sans demander pardon, même si je sais que je ne le mérite pas », commençait la lettre. Marcel y racontait avec un luxe de détails terrifiant la nuit du 14 juillet 1988, minute par minute. Il expliquait qu'il souffrait d'insomnie chronique et qu'il passait ses nuits à observer la colonie de vacances avec des jumelles depuis la fenêtre de son grenier. Ce voyeurisme pathologique qu'il avait réussi à cacher à tout le monde était le point de départ de la tragédie qui allait suivre. Dans sa confession, il décrivait comment il avait repéré Sophie, la trouvant ressemblante à sa propre fille décédée en bas âge, une fixation morbide qui s'était transformée en obsession en quelques jours. Il avouait avoir profité de la porte latérale, laissée ouverte par l'aide cuisinier, qu'il avait vu sortir fumer, confirmant ainsi l'innocence de Loïc 35 ans trop tard. Il était entré dans le bâtiment comme une ombre, connaissant les lieux pour y avoir travaillé comme jardinier dans sa jeunesse, et s'était glissé jusqu'au dortoir des filles sans faire le moindre bruit. La facilité avec laquelle il avait pu agir était déconcertante, soulignant les failles de sécurité de l'époque. Le passage le plus insoutenable de la lettre concernait le moment de l'enlèvement. Il racontait avoir réveillé Sophie doucement, lui chuchotant que ses parents l'attendaient dehors pour une surprise. La petite, encore endormie et confiante, l'avait suivi sans résistance, pensant reconnaître en lui une figure d'autorité bienveillante, ou peut-être trompée par son semi-sommeil. Il l'avait fait sortir par la porte latérale, la conduisant non pas vers la route, mais directement à travers le petit bois qui séparait la colonie de sa propre maison. C'était là l'erreur fondamentale des enquêteurs. Ils avaient cherché une fuite vers l'extérieur, alors que Sophie n'avait parcouru que 100 mètres pour finir captive. Marcel expliquait ensuite qu'il n'avait jamais eu l'intention de la tuer initialement, mais qu'il voulait simplement s'occuper d'elle pour combler son vide affectif délirant. Il l'avait enfermée dans sa cave insonorisée, aménagée spécialement pour ne laisser filtrer aucun cri, continuant sa vie en surface comme si de rien n'était. Pendant que les gendarmes fouillaient la colonie et que les battus s'organisaient sous ses fenêtres, Sophie était là, juste sous leurs pieds, vivante et terrifiée. L'audace et la froideur de ce vieux monsieur insoupçonnable dépassaient l'entendement, montrant la banalité du mal dans toute son horreur. Mais la situation avait dégénéré le lendemain soir, lorsque Sophie avait commencé à hurler et à refuser de manger, comprenant qu'elle ne reverrait pas ses parents. Pris de panique à l'idée d'être découvert par les gendarmes qui frappaient aux portes du village, Marcel avait commis l'irréparable. Il avouait l'avoir étouffée avec un coussin pour la faire taire, un acte qu'il décrivait avec un détachement clinique qui témoignait de sa folie. La lettre indiquait ensuite précisément ce qu'il avait fait du corps, une révélation qui allait permettre enfin de rendre Sophie à sa famille. Il l'avait enterrée, non pas dans la forêt mais dans le sol en terre battue de cette même cave, recouvrant la tombe improvisée de chaux vives et de vieilles malles pour dissimuler la terre remuée. Pendant des décennies, il avait vécu au-dessus du cadavre de l'enfant, marchant chaque jour sur le lieu de son crime sans jamais craquer ni se confier à personne. Cette lettre, écrite le lendemain du meurtre dans un moment de remords ou de lucidité, n'avait jamais été envoyée, peut-être par lâcheté ou par peur des conséquences. Il l'avait cachée derrière la plainte, se disant peut-être qu'elle serait trouvée un jour, après sa mort, comme une bouteille à la mer lancée vers l'éternité. La lecture de ce document provoqua un séisme au sein de la gendarmerie et du parquet, remettant en cause toutes les certitudes acquises et soulignant l'aveuglement collectif qui avait régné. Comment avait-il pu passer à côté de ce voisin si proche, dont le profil psychologique aurait dû alerter n'importe quel enquêteur moderne? La réponse était douloureuse. Ils avaient été victimes de leurs préjugés, cherchant un jeune marginal ou un rôdeur inconnu, et non un grand-père du village à l'air respectable. C'était une leçon d'humilité cruelle pour l'institution judiciaire, qui voyait ses erreurs exposées au grand jour par la voix d'outre-tombe du coupable lui-même. Dès le lendemain, une équipe d'excavation fut envoyée dans la cave du manoir, équipée de géoradars et d'outils de fouilles archéologiques pour ne pas endommager les preuves. Sous le regard des caméras de télévision qui avaient de nouveau envahi le village,
Les experts commencèrent à creuser à l'endroit exact indiqué par le plan sommaire, dessiné au bas de la lettre. Le silence était total, pesant alors que les pelles raclèrent la terre dure, chaque coup résonnant comme un battement de cœur dans la poitrine de la mère de Sophie, présente sur les lieux. Elle était là, debout, digne malgré ses 80 ans, attendant la fin de son calvaire. Après 2 heures de fouilles minutieuses, un technicien leva la main pour demander l'arrêt des machines. Ils avaient trouvé quelque chose. Des ossements apparurent, petits et fragiles, accompagnés de restes de tissu synthétique qui correspondaient au pyjama que portait Sophie la nuit de sa disparition. L'identification formelle prendrait quelques jours, mais il n'y avait plus de doute possible. Sophie était retrouvée, 35 ans après, à moins de 200 mètres de son lit vide. La boucle était bouclée, mais le prix à payer pour cette vérité était une dévastation émotionnelle absolue. La découverte du corps confirmait point par point les aveux de la lettre, validant le scénario macabre écrit par Marcel et disculpant définitivement Loïc et tous les autres suspects fantômes. La vérité éclatait enfin, brute et sans phare, balayant les rumeurs et les mensonges qui avaient empoisonné la région pendant si longtemps. Mais cette résolution apportait-elle vraiment la paix? Elle soulevait une colère immense contre ce destin cruel qui avait permis au meurtrier de mourir de vieillesse dans son lit, impuni par la justice des hommes. Alors que le corps de la petite fille était emmené par le corbillard sous les honneurs silencieux des gendarmes, une question restait suspendue dans l'air froid de l'Auvergne. Comment une telle monstruosité avait-elle pu rester cachée si longtemps, si près de la surface, au vu et au su de tous? Le village, qui avait protégé sans le savoir un assassin en son sein, devait maintenant faire face à sa propre conscience et à ses remords collectifs. L'histoire de Sophie ne s'arrêtait pas à la découverte de ses restes. Elle ouvrait un nouveau chapitre sur la culpabilité, le pardon impossible et la mémoire. La confirmation scientifique tomba 1 semaine après la découverte macabre, apportée par les analyses ADN comparatives effectuées en urgence par le laboratoire central de la gendarmerie. Les résultats étaient formels à 99,9%. Les ossements retrouvés dans la cave du manoir étaient bien ceux de Sophie, mettant un terme définitif à 35 années d'incertitude insoutenable. Cette annonce officielle, faite lors d'une conférence de presse solennelle par le procureur de la République, résonna comme un coup de tonnerre dans toute la France, rouvrant les cicatrices d'une affaire que beaucoup pensaient oublier. Pour la justice, c'était un constat d'échec terrible. L'action publique était éteinte du fait du décès de l'auteur, Marcel, qui échappait ainsi à tout procès et à toute condamnation terrestre pour son crime abominable. Cependant, cette vérité judiciaire frustrante s'accompagnait d'une nécessité morale absolue. La réhabilitation publique de Loïc, l'ancien aide cuisinier dont la vie avait été brisée par les soupçons infondés. Les autorités prirent une décision rare, en communiquant explicitement sur son innocence totale, soulignant que les aveux de Marcel et les preuves matérielles le disculpaient sans l'ombre d'un doute. Des journalistes partirent à sa recherche et le retrouvèrent dans un petit appartement insalubre de la banlieue de Marseille, où il vivait chichement, usé par les années de misère sociale et psychologique. L'homme de 54 ans, le visage marqué par les épreuves, accueillit la nouvelle avec un mélange de soulagement immense et d'amertume, pleurant doucement en apprenant qu'il n'était plus un paria aux yeux du monde. La réaction de la mère de Sophie fut celle d'une dignité bouleversante, accueillant la résolution de l'énigme avec une douleur silencieuse qui forçait le respect de tous les observateurs. Elle déclara par la voix de son avocat qu'elle n'éprouvait aucune haine envers le monstre qui était mort, car la haine ne lui rendrait pas sa fille, mais qu'elle ressentait un vide vertigineux face à ce gâchis. Savoir que sa fille avait été là, tout près, pendant toutes ces années où elle venait fleurir la grille de la colonie, était une torture mentale qu'aucun mot ne pouvait apaiser. Elle demanda à rencontrer les enquêteurs de l'époque, non pour les accabler, mais pour comprendre comment un tel aveuglement avait été possible, cherchant des réponses techniques à une faillite humaine. L'analyse post-mortem du profil de Marcel devint un sujet d'étude fascinant et terrifiant pour les criminologues et les psychiatres qui se penchèrent sur son dossier médical et administratif. Comment cet homme avait-il pu vivre normalement, saluer ses voisins, acheter son pain et payer ses impôts, tout en gardant un tel secret sous ses pieds? Les experts décrivirent une personnalité clivée,
capable de compartimenter sa vie de manière hermétique, une caractéristique fréquente chez certains prédateurs qui parviennent à maintenir une façade sociale irréprochable. Marcel n'était pas un fou hurlant, mais un monsieur tout-le-monde discret et poli, ce qui rendait son crime encore plus effrayant car il incarnait la banalité du mal dans sa forme la plus pure. L'enquête interne de la gendarmerie mit en lumière les failles systémiques de l'époque, le manque de coordination entre les services, la pression politique pour trouver un coupable rapide et surtout le biais de confirmation qui avait focalisé toute l'attention sur le profil marginal de Loïc. On avait cherché un étranger, un autre, refusant inconsciemment d'envisager que le danger puisse venir de la communauté locale elle-même, d'un voisin âgé et sédentaire. Cette erreur de perspective, couplée à l'absence de moyens techniques modernes comme le bornage téléphonique ou l'ADN à l'époque, avait permis à Marcel de passer à travers les mailles du filet avec une facilité déconcertante. Les médias, qui avaient joué un rôle trouble en 1988 en participant à la chasse à l'homme contre Loïc, firent leur mea culpa, certains éditorialistes reconnaissant avoir alimenté la rumeur sans vérification. Des émissions spéciales furent organisées, invitant des spécialistes des cold cases pour débattre de la nécessité de ne jamais fermer un dossier tant qu'il n'est pas résolu. L'affaire Sophie devint un cas d'école, cité dans les manuels de formation des futurs enquêteurs, pour illustrer les dangers des préjugés et l'importance de vérifier l'environnement immédiat de la victime à 360 degrés. C'était une leçon payée au prix fort, celui de la vie d'une enfant et de la destruction de l'existence d'un innocent. Dans le village, l'ambiance était lourde, les habitants se regardant avec suspicion, se demandant quels autres secrets pouvaient bien se cacher derrière les murs épais des maisons anciennes. Ceux qui avaient connu Marcel se repassaient le film de leurs interactions avec lui, cherchant un signe, un regard, une parole qui aurait pu trahir sa culpabilité, mais ne trouvaient rien. Il avait été le voisin parfait, celui qui prêtait ses outils et donnait des légumes de son jardin, une image d'Épinal qui se fracassait aujourd'hui contre la réalité de sa cave-tombeau. La culpabilité collective était palpable, chacun se sentant un peu responsable de n'avoir rien vu, rien entendu, rien deviné pendant 3 décennies. La question de la prescription fut soulevée par des juristes, car si Marcel avait été vivant, il aurait théoriquement pu être jugé, mais l'affaire soulignait les limites du droit face à des crimes aussi anciens. Cela relança le débat parlementaire sur l'imprescriptibilité des crimes de sang sur mineurs. L'opinion publique ne comprenant pas qu'on puisse échapper à la justice par le simple écoulement du temps. La lettre d'aveu de Marcel devint une pièce à conviction historique, analysée graphologiquement pour confirmer qu'elle avait bien été écrite en 1988, juste après le meurtre. Elle témoignait d'un instant de panique et de remords qui n'avait pas duré, puisque l'homme avait ensuite repris le cours de sa vie sans jamais se dénoncer. Les travaux dans le manoir furent définitivement arrêtés, la maison étant toujours sous scellé judiciaire, le temps de s'assurer qu'aucune autre victime ne s'y trouvait, bien que Marcel n'ait mentionné que Sophie. Des fouilles approfondies du jardin et des murs furent menées par précaution, transformant la propriété en un vaste chantier archéologique criminel sous les yeux des curieux. Rien d'autre ne fut trouvé, confirmant que le meurtre de Sophie était probablement un acte unique, pulsionnel et opportuniste, et non l'œuvre d'un tueur en série organisé. Cela n'enlevait rien à l'horreur, mais permettait au moins de ne pas ajouter d'autres familles à la liste des victimes. Loïc accepta finalement de revenir en Auvergne, non pas pour vivre, mais pour se recueillir sur les lieux et affronter ses démons, accompagné par une équipe de télévision qui finançait son voyage. Son retour fut un moment de tension extrême, mais aussi de catharsis, certains villageois venant à sa rencontre pour lui demander pardon en larmes, une scène surréaliste de réconciliation tardive. Il revisita les cuisines de la colonie, désormais transformées en gîte, et raconta avec émotion cette nuit où il était sorti fumer, ignorant que ce geste anodin allait sceller son destin et celui de Sophie. Il était un survivant, un homme qui avait traversé l'enfer de l'injustice et qui revenait debout pour clore le chapitre. La mère de Sophie et Loïc se rencontrèrent dans un salon privé de l'hôtel de ville, loin des caméras, pour un échange dont rien ne filtra, par respect pour leur intimité partagée dans la douleur. On imagine des mots maladroits, des silences pesants, mais aussi une forme de reconnaissance mutuelle
entre deux êtres dont les vies avaient été liées par le même drame. Cette rencontre était nécessaire pour l'un comme pour l'autre, une étape indispensable pour essayer de tourner la page et de trouver un semblant de paix intérieure. Ils étaient les deux faces d'une même médaille tragique, victime collatérale de la folie d'un troisième homme. L'instruction judiciaire touchait à sa fin, le dossier étant prêt à être refermé définitivement, non plus sur un non-lieu, mais sur une extinction de l'action publique pour cause de mort de l'auteur identifié. Ce changement de statut juridique était capital pour la mémoire de Sophie. Elle n'était plus une disparue, mais une victime de meurtre reconnue, et son dossier ne prendrait plus la poussière sur une étagère des cas non résolus. C'était une victoire administrative dérisoire face à la mort, mais une victoire symbolique immense pour la vérité et pour l'histoire judiciaire française. La presse locale publia des éditions spéciales retraçant l'intégralité de l'affaire, de la disparition à la découverte, avec des infographies détaillées montrant la proximité effarante entre le lieu de l'enlèvement et la cachette du corps. Ces images frappaient les esprits, montrant à quel point la vérité est parfois à portée de main, littéralement à un jet de pierre, invisible seulement parce qu'on refuse de regarder au bon endroit. Le manoir gris devint instantanément un lieu maudit, une maison de l'horreur que personne ne voulait plus acheter ni habiter, condamnée à la démolition par la rumeur publique avant même toute décision administrative. Les associations de protection de l'enfance saisirent l'occasion pour rappeler les règles de sécurité dans les colonies de vacances, qui avaient déjà été drastiquement renforcées depuis les années 90. L'affaire Sophie avait contribué à faire évoluer la législation sur l'encadrement et la surveillance nocturne, sauvant peut-être sans le savoir d'autres enfants par la suite. Son héritage n'était pas seulement une tombe retrouvée, mais aussi une prise de conscience collective sur la vulnérabilité des mineurs hors du foyer familial. Le drame avait servi de catalyseur à une transformation nécessaire des pratiques éducatives et sécuritaires. Alors que le chapitre judiciaire se refermait, le besoin de rituels et de symboles prenait le relais pour permettre à la communauté de gérer le traumatisme réactivé par cette découverte. Une cérémonie d'adieu se préparait, non pas une reconstitution ou une manifestation, mais de vraies funérailles, 35 ans trop tard. Il fallait rendre à Sophie sa place parmi les siens, lui offrir une sépulture digne et permettre à sa mère de commencer enfin son travail de deuil impossible. Le temps de la justice des hommes était passé, laissant place au temps du souvenir et de l'apaisement. Le jour des funérailles de Sophie, le ciel d'Auvergne était d'un bleu limpide, contrastant cruellement avec la grisaille qui avait accompagné sa disparition 35 ans plus tôt. Le petit cimetière du village, situé à flanc de colline avec une vue imprenable sur la chaîne des puits, avait été préparé pour accueillir la foule immense qui s'était déplacée. Des centaines de personnes habitants du village, anciens camarades de colonie devenus adultes, et anonymes touchés par l'histoire, se pressaient en silence derrière les barrières de sécurité. C'était un moment de communion nationale, un dernier hommage rendu à l'enfant qui était devenu, malgré elle, la fille de toute une région. Le cercueil blanc de taille enfant fut porté par 4 membres de la famille, traversant l'allée centrale sous le regard embué de l'assistance et le crépitement discret des appareils photos des journalistes tenus à distance. La mère de Sophie marchait juste derrière, soutenue par son frère, le visage caché par une voilette noire, petite silhouette fragile qui portait le poids de 3 décennies de combat. Sa présence imposait un respect absolu, faisant taire les chuchotements, car chacun mesurait l'ampleur de son calvaire et la force surhumaine qu'il lui avait fallu pour tenir jusqu'à ce jour. Elle allait enfin pouvoir poser une pierre sur le vide, matérialiser l'absence par un lieu de recueillement concret. Loïc était là aussi, debout un peu à l'écart, vêtu d'un costume sombre trop grand pour lui qu'on lui avait prêté, le regard fixé sur ses chaussures comme s'il s'excusait encore d'exister. Sa présence avait été souhaitée par la famille, un geste fort qui marquait publiquement sa réintégration dans la communauté des hommes et la fin de son bannissement. Quelques personnes vinrent lui serrer la main, des gestes brefs et maladroits, mais chargés de sens, qui semblaient lui ôter un peu du fardeau qu'il portait sur ses épaules voûtées. Il n'était plus le suspect, il était un témoin, une autre victime de la tragédie qui venait dire adieu à celle qui avait hanté ses nuits. La cérémonie fut simple et poignante, sans grands discours officiels, privilégiant la musique et les lectures de textes choisis par la mère,
évoquant l'innocence et la lumière. Un ancien animateur de la colonie, les cheveux désormais gris, prit la parole pour raconter la joie de vivre de Sophie, rappelant ses rires et son énergie, refusant de la réduire à son statut de victime. Il parla de ce dernier soir autour du feu de camp, de ses chants, figeant pour l'éternité l'image d'une petite fille heureuse avant que l'ombre ne l'emporte. Les larmes coulèrent librement sur les visages, libérant une émotion contenue depuis trop longtemps dans cette vallée taiseuse. Au moment de l'inhumation, alors que le cercueil descendait en terre, une colombe fut lâchée, s'élevant dans le ciel pur au-dessus des volcans, symbole un peu cliché, mais tellement nécessaire de libération de l'âme. La mère jeta la première poignée de terre, un geste définitif qui marquait la fin de l'attente, le point final d'un livre qu'elle avait cru sans fin. Sophie reposait désormais auprès de son père, dont les cendres avaient été transférées pour l'occasion, réunissant la famille dans la mort après avoir été séparée par la vie. La tombe fut rapidement recouverte d'une montagne de fleurs blanches, d'ours en peluche et de messages d'enfants des écoles voisines. Dans les semaines qui suivirent, le sort de la Maison de l'Horreur fut scellé par un arrêté municipal de péril imminent, facilitant sa démolition rapide pour effacer cette tache du paysage. Les bulldozers revinrent, mais cette fois pour raser définitivement les murs qui avaient abrité le secret, réduisant en poussière la cachette, la cave et les souvenirs de Marcel. Ce fut un spectacle violent et purificateur, les habitants regardant les murs tomber comme on regarde tomber une forteresse maléfique, espérant que le mal s'en irait avec les gravats. Le terrain fut ensuite nivelé, laissé nu, comme une cicatrice de terre brune au milieu de la verdure, en attendant que la nature reprenne ses droits. La municipalité décida, en accord avec la famille, de ne rien reconstruire sur cet emplacement, mais d'y planter un jardin du souvenir, un espace vert simple avec un banc et une stèle discrète. Ce lieu ne serait pas un monument aux morts, mais un endroit de vie et de paix, où les promeneurs pourraient s'asseoir et contempler la vallée, en pensant à la fragilité de l'existence. On y planta un chêne, l'arbre de la force et de la longévité, pour qu'il veille sur la mémoire de Sophie et grandisse là où sa vie avait été fauchée. C'était une manière de transformer l'horreur en beauté, de répondre à la mort par la vie qui continue malgré tout. L'affaire Sophie, une fois close, laissa une empreinte indélébile sur la région, changeant à jamais la mentalité des gens et leur rapport à la sécurité et au voisinage. La confiance aveugle d'autrefois avait disparu, remplacée par une vigilance bienveillante mais constante, une perte d'innocence collective qui était le prix de la vérité. On ne laissait plus les portes ouvertes la nuit, on surveillait davantage les allées et venues, on apprenait aux enfants à se méfier même des visages familiers. Le village avait perdu sa naïveté, mais il avait gagné en solidarité, soudé par cette épreuve traversée ensemble. Pour les enquêteurs du service Cold Case de la Gendarmerie nationale, cette résolution inespérée fut un encouragement puissant à ne jamais abandonner les autres dossiers en souffrance. Ils savaient désormais que la vérité pouvait surgir n'importe quand, d'une lettre oubliée, d'un témoignage tardif ou d'une avancée scientifique, et que le temps n'était pas toujours l'ennemi de la justice. Le dossier Sophie fut archivé numériquement comme un modèle de persévérance et d'humilité, rappelant que chaque détail compte et que rien n'est jamais définitivement écrit. D'autres familles, attendant des réponses pour leurs propres disparus, reprirent espoir en voyant cet aboutissement. Loïc quitta définitivement la lumière médiatique, refusant les offres de livres ou de films sur son histoire, préférant retourner à l'anonymat pour tenter de construire ce qu'il restait de sa vie. Avec l'indemnisation obtenue de l'État pour dysfonctionnement de la justice, il acheta une petite maison à la campagne, loin de tout, où il s'adonna au jardinage, trouvant dans la terre une thérapie silencieuse. Il ne se maria jamais, ne fonda pas de famille, restant marqué à jamais par l'été 88, mais il mourut libre et réhabilité, ce qui était déjà une victoire sur le destin. La mère de Sophie, elle, s'éteignit doucement quelques années plus tard, apaisée, ayant accompli sa mission de mère jusqu'au bout en retrouvant son enfant. On raconta dans le village qu'elle était partie sereine, avec la photo de Sophie serrée contre son cœur, rejoignant enfin ceux qu'elle avait tant aimés et tant pleurés. Sa maison fut vendue, mais les nouveaux propriétaires conservèrent quelques traces de son passage, respectant l'histoire des lieux sans en être hantés. La vie reprenait ses droits, cycle éternel de naissances et de morts,
effaçant peu à peu les douleurs aiguës pour ne laisser qu'une mélancolie douce. Aujourd'hui, si vous passez en Auvergne, près de l'ancienne colonie devenue un gîte réputé, vous ne verrez plus les stigmates du drame au premier coup d'œil. Les enfants jouent de nouveau dans la cour, les rires résonnent contre les pierres volcaniques et les randonneurs parcourent les sentiers sans se douter de ce qui s'est joué ici. Mais si vous vous arrêtez près du jardin du souvenir, vous sentirez peut-être cette atmosphère particulière, ce silence habité qui flotte encore entre les arbres. Le chêne a grandi, ses branches offrent de l'ombre aux bancs de pierre et une petite plaque de cuivre brille au soleil. Sur cette plaque, pas de date de mort, pas de rappel du crime, juste un prénom, Sophie, et une phrase simple, « À l'innocence éternelle ». C'est tout ce qu'il reste de l'affaire qui a fait trembler la France, un nom gravé dans le métal et une histoire qui se transmet désormais comme une légende locale. La vérité a fini par triompher, cruelle et tardive, mais elle a permis de remettre de l'ordre dans le chaos du monde. Le mal a été nommé, les innocents reconnus, et la victime a retrouvé son nom. Le dossier numéro 1988-07-14 est désormais classé aux archives départementales, dans une boîte en carton grise, identique à des milliers d'autres, alignée sur des rayonnages métalliques infinis. À l'intérieur, les procès-verbaux jaunis, les photos de scènes de crime et cette fameuse lettre dans son sachet plastique dorment pour l'éternité. Ils sont les témoins muets de la folie des hommes et de la ténacité d'une mère, gardiens de papier d'une tragédie humaine. L'histoire est finie, le livre est refermé, mais la leçon qu'elle porte résonnera encore longtemps. La nuit tombe à nouveau sur les volcans d'Auvergne, enveloppant les sommets d'un manteau d'ombres et de mystères, comme en ce mois de juillet fatidique. Mais cette nuit n'est plus effrayante, elle est juste le repos de la nature après le tumulte des hommes, une paix retrouvée après la tempête. Sophie ne dort plus seule dans le froid et le noir, elle est rentrée chez elle, dans la lumière de la mémoire de ceux qui ne l'ont jamais oubliée. Et c'est peut-être là, finalement, la seule justice qui compte vraiment. Cette histoire nous rappelle brutalement que les secrets les plus lourds ne sont pas toujours enfouis au bout du monde, mais parfois juste derrière une cloison, chez un voisin que l'on croise tous les jours. L'affaire de la colonie d'Auvergne restera comme l'une des plus grandes énigmes judiciaires françaises, non pas par la complexité du crime, mais par la simplicité terrifiante de sa dissimulation pendant 35 ans. Elle nous enseigne que la vérité est une matière vivante, capable de résister au temps et à l'oubli, attendant patiemment son heure pour surgir d'une simple enveloppe poussiéreuse et balayer les mensonges d'une vie entière. Aujourd'hui, Sophie repose en paix, et l'innocence de ceux qui ont été injustement accusés a été rétablie, prouvant qu'il n'est jamais trop tard pour que la justice passe, même imparfaite. Ce cold case, résolu par le hasard d'un chantier, nous invite à ne jamais cesser de chercher, à ne jamais abandonner l'espoir pour toutes les familles qui attendent encore une réponse. Car tant qu'il reste une pierre à retourner, une archive à relire ou un mur à abattre, il reste une chance pour que la lumière éclate enfin. Merci d'avoir suivi cette enquête bouleversante avec nous. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de partager la vidéo pour honorer la mémoire de Sophie et soutenir le travail de recherche sur les affaires non résolues. Prenez soin de vous et de vos proches, et à très bientôt pour une nouvelle plongée dans les archives du crime.